Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter ce matin. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comme ça je vais me sentir moins stressée. Donc en 1672, dès son arrivée en Nouvelle-France, le nouveau gouverneur général, le comte de Frontenac, décide d'organiser les premiers états généraux de l'histoire de la colonie. Réunissant des membres de l'élite coloniale, du peuple et du clergé, la cérémonie se déroule dans l'église des Jésuites à Québec. Quelques jours après, dans un mémoire destiné au ministre Jean-Baptiste Colbert, Frontenac se réjouit de la réussite de l'événement et souligne la contribution des Jésuites à ce succès. Il valorise particulièrement, je cite, la civilité et l'honnêteté des révérends pères et se félicite que les Jésuites lui aient offert d'organiser l'assemblée dans leur église et les mêmes richement décorée pour l'occasion. Par l'organisation de ces états généraux et en imaginant tout le cérémoniel que cela implique, nous voyons tout de suite que Frontenac tente par ce moyen d'instaurer dans la colonie l'étiquette de la cour versaillaise. Ce comportement, accentué par l'absence d'intendant en poste entre 1672 et 1675, provoque de nombreux conflits de préséance au sein du gouvernement colonial, notamment avec les membres du Conseil souverain, mais aussi avec le gouverneur de Montréal au sujet du commerce des fourrures et de la construction de nouveaux postes dans l'Ouest. Malgré l'impression de bonne entente entre Frontenac et les Jésuites, que l'extrait nous donne à croire, le clergé colonial n'est absolument pas épargné par les conflits de préséance avec le gouverneur. Ce dernier, cherchant à soumettre l'Église au pouvoir temporel, reprend même le discours anti-jésuite tenu par Colbert depuis 1665. Aussi, la communication que je vous propose aujourd'hui s'intéresse à la manière dont Frontenac construit cet argumentaire anti-jésuite en me concentrant seulement sur l'analyse d'un élément discursif, la politique de francisation des autochtones. Pour étudier cette question, j'ai dépouillé la correspondance de Frontenac ainsi que les relations des jésuites. Les résultats de recherche que je vais vous présenter s'inscrivent dans le cadre de mon mémoire de maîtrise que je suis en train de rédiger et qui porte sur les relations entre les jésuites et les autorités coloniales en Nouvelle-France entre 1663 et 1701. Frontenac hérite d'une situation politique complexe. Avant 1663, l'indifférence des administrations royales et coloniales quant au développement de la vie coloniale a permis aux jésuites d'occuper une place de premier plan au sein de la société de la Nouvelle-France. Encadrant la vie religieuse, sociale et politique, les jésuites ont bénéficié d'une influence qui semblait globalement acceptée, et ils étaient libres de prendre de nombreuses décisions comme la mise en place puis l'abandon de la politique de francisation des autochtones dans les années 1630 lorsqu'ils ont constaté l'échec d'un tel projet d'acculturation. Mais la situation a changé avec la nomination d'un vicaire apostolique en 1658 et surtout avec la formation d'une administration royale à partir de 1664. Le développement et la centralisation de cette administration a évincé en partie les jésuites du pouvoir colonial, et ceux-ci ont été renvoyés à leur rôle de missionnaires. Dans le même temps, le ministre de la Marine et des Colonies, Colbert, a décidé de mettre en œuvre un plan de colonisation concernant tous les aspects de la vie coloniale. Le plan prévoyait notamment de reprendre la politique de francisation et d'intégration sociale des autochtones à la colonie française. Cette politique a été confiée aux missionnaires, principalement aux jésuites, qui connaissaient pourtant d'expérience le caractère utopique du projet. La différence de point de vue entre les jésuites et les autorités royales et coloniales à ce sujet a accru les tensions qui existaient déjà entre ces groupes. Aux yeux de Colbert et de l'intendant Jean Talon, le refus des jésuites d'appliquer la politique de francisation est devenu la preuve irréfutable de leur pouvoir excessif dans la colonie et donc de la nécessité de les soumettre au pouvoir temporel. La querelle idéologique entourant l'application de la politique de francisation est bien connue des historiens. En 1939, dans son ouvrage sur les relations entre Frontenac et les jésuites, le jésuite Jean de Langlais définit la querelle entre le gouverneur et les religieux comme un conflit de personnalités. Bien que rassemblant des éléments d'analyse intéressants sur la politique de francisation, le récit ne prend pas suffisamment en compte le contexte historique et se présente clairement en faveur des jésuites. Par la suite, George Stanley présente dans un article l'histoire de la politique de francisation et les causes de son échec. Ces dernières années, les historiens ont principalement étudié les aspects sociaux, culturels et religieux de la politique de francisation. Ainsi, dans son article « Être français en Nouvelle-France »,
Seyla Belmessous montre que la politique de francisation est un moyen de construire et de diffuser l'identité française nationale, ce qui ne se met pas en place sans grande difficulté. De son côté, dans l'article « Les forcer à devenir citoyens », Gilles Havard cherche à comprendre la façon dont la monarchie française conçoit le statut socio-culturel et juridique des autochtones en Nouvelle-France. Il y décrit la politique de francisation comme l'expression de l'aspiration unificatrice des autorités royales. Enfin, dans son ouvrage Enclave amérindienne, Marc Géten aborde rapidement dans le dernier chapitre, portant sur le rôle des réductions dans l'alliance franco-amérindienne, la volonté des autorités coloniales d'intégrer les réductions dans le projet de peuplement de Colbert et les contestations des jésuites concernant la politique de francisation et l'autorisation de commercer de l'eau-de-vie avec les autochtones. Néanmoins, la dimension discursive de ce débat n'a jamais été étudiée. Or, il convient de se demander pourquoi et comment la politique de francisation est mobilisée en tant qu'argument rhétorique d'un discours anti-jésuite des autorités royales et coloniales. Aujourd'hui, j'ai choisi de limiter ma communication à l'utilisation de la politique de francisation par le gouverneur Frontenac. Toutefois, cette stratégie communicationnelle est au départ mise en place par l'intendant Talon dans la seconde moitié des années 1660. Donc, Louis de Beade, comte de Frontenac et de Palluau, arrive dans la colonie en septembre 1672 comme nouveau gouverneur général. Il remplace Daniel de Rémy de Courcelles, qui était en poste depuis 1665 et qui avait consacré son mandat à soumettre l'Iroquoisie avec l'aide du lieutenant-général Tracy. En 1672, pacifiée et en plein développement économique, la Nouvelle-France apparaît dans une situation plutôt favorable lorsque Frontenac en prend la direction. Pourtant, celle-ci se dégrade rapidement, essentiellement en raison du départ de l'intendant Talon en novembre 1672, qui sonne le glas du plan de développement mis en œuvre depuis 1665. L'échec du développement d'une industrie navale fragilise aussi l'économie de la colonie, dont la dépendance envers le commerce des fourrures s'accentue avec la construction des forts de l'Ouest et la mise en place du système des congés. Sur le plan religieux, Frontenac se trouve en conflit avec le clergé colonial concernant la vente de l'eau-de-vie aux Amérindiens et la politique de francisation. Dès les premiers mois de son mandat, Frontenac est mis en garde par Louis XIV et Colbert contre la trop grande influence que les jésuites exercent dans la société coloniale et contre leur tendance à vouloir s'immiscer dans les affaires politiques. Cette image négative qui lui est donnée, combinée à ses aspirations absolutistes, l'encourage à poursuivre la stratégie initiée par Talon, consistant à souligner auprès de Colbert l'absence de politique de francisation efficace chez les jésuites, stratégie qui vise directement à nuire à leur réputation. Frontenac mobilise pour la première fois cette stratégie argumentaire dans un mémoire à Colbert daté du 2 novembre 1672, où il écrit, je cite, « Je leur ai fort témoigné l'étonnement où j'étais de voir que tous les sauvages, qui sont avec eux à Notre-Dame-de-Foix, qui n'est qu'à 1 lieue et demie de Québec, il n'en avait pas un qui parlât français, quoiqu'ils fréquentassent continuellement parmi nous, et leur ai dit que je croyais que dans leur mission, ils devaient songer en rendant les sauvages sujets de Jésus-Christ, de les rendre aussi sujets du roi. » L'incapacité des jésuites à franciser les autochtones est perçue par Frontenac comme un affront à son autorité, et en la dénonçant auprès de Colbert, cela devient un argument pour dévaloriser les jésuites. Puisque ces derniers n'appliquent pas une politique voulue par le pouvoir monarchique, cela démontre pour Frontenac, qui cherche à se venger, leur absence de fidélité envers la monarchie française. En 1674, déjà convaincu depuis fort longtemps de la nécessité de mettre fin à l'influence des jésuites dans la société coloniale et fermement opposé à l'expansion territoriale de la Nouvelle-France, Colbert annonce souhaiter la fermeture des missions lointaines auxquelles les jésuites sont si attachés. Pourtant, pour le pouvoir royal, ces missions sont en effet un véritable handicap, dans la mesure où, même si elles permettent l'agrandissement des territoires revendiqués, l'élargissement du réseau d'alliances politiques et l'accroissement du commerce, l'État n'a pas les moyens matériels et financiers d'assurer un contrôle militaire sur ces territoires et encore moins de pouvoir y développer des colonies de peuplement. Colbert utilise alors la politique de francisation comme un prétexte pour tenter de contraindre les jésuites à ne mener que des missions proches des centres coloniaux, Québec et Montréal, sur lesquels le pouvoir royal peut espérer avoir un certain contrôle par l'intermédiaire des autorités coloniales. Par ailleurs, Frontenac soutient particulièrement la volonté du pouvoir royal de fermer les missions externes,
puisqu'en plus de nuire directement à l'activité missionnaire des jésuites et à leur réputation, cela permet aussi de les tenir éloignés des réseaux commerciaux dans lesquels il a d'importants intérêts financiers. Outre le contrôle plus étroit qu'elles devraient permettre d'exercer sur les jésuites et le terrain plus propice qu'elles offrent au succès de la francisation, en raison du contact qu'elles favorisent entre autochtones et français, les missions internes prônées par Colbert et Frontenac devraient contribuer à augmenter le nombre d'habitants dans la colonie. Cette logique, Frontenac l'a bien comprise, car on perçoit son souhait d'être bien vu du roi dans son discours qui insiste largement sur les moyens qu'il prend pour accroître de façon satisfaisante la population coloniale. En 1674, il souligne par exemple à grands traits l'augmentation du nombre d'autochtones établis à la mission jésuite de la prairie de la Madeleine. Ce bilan positif, dans lequel il n'aborde pas la question de la francisation en elle-même, constitue un moyen pour Frontenac de montrer au roi qu'il contrôle dans une certaine mesure la réduction des autochtones, mais aussi de détourner les autorités versaillaises des difficultés politico-économiques que j'ai soulignées au début de cette analyse et qui fragilisent de plus en plus la colonie. Entre 1675 et 1679, Frontenac semble cesser d'utiliser la politique de francisation comme outil pour critiquer les jésuites. En effet, on constate une évolution dans son discours alors qu'il choisit d'asseoir ses attaques contre les jésuites sur un nouvel argument qui semble plus préjudiciable aux missionnaires, leur supposé enrichissement par la participation au commerce des fourrures. Ce n'est qu'en 1679 que l'on voit reparaître dans le discours de Frontenac les critiques à l'égard de la politique de francisation jésuite, alors qu'il admet être incapable de contraindre les missionnaires de l'appliquer. Dans la lettre envoyée au roi le 6 novembre 1679, Frontenac rejette entièrement la responsabilité de l'échec sur les jésuites, qui, selon lui, établissent les autochtones dans des réductions où ils n'ont aucun contact avec les colons. Pour les jésuites, cette stratégie vise à empêcher que les autochtones ne soient corrompus par des colons français aux mœurs relâchées, notamment ce qui a trait à la consommation d'eau-de-vie que les jésuites condamnent vertement. Mais pour le gouverneur, l'attitude des jésuites démontre qu'ils ne cherchent au fond qu'à exercer un contrôle total sur les autochtones, hors de l'atteinte des autorités royales. La réutilisation de la politique de francisation comme argument anti-jésuite ne dure que quelques mois, puisqu'à partir de 1680, Frontenac est dans une mauvaise posture et cet argumentaire n'a plus un effet aussi important sur le pouvoir royal. En effet, beaucoup de personnes venant de milieux différents de la colonie dénoncent son comportement depuis quelques années et Versailles ne peut plus ignorer les critiques qui s'accumulent. Le roi remet ouvertement sa conduite en cause et décide d'accorder aux jésuites l'ouverture de la mission du Sault Saint-Louis pour convertir et franciser les Iroquois. Cette décision est prise contre l'avis de Frontenac qui s'est montré défavorable au projet. Le roi justifie sa décision en expliquant, je cite, « Cet établissement est avantageux non seulement pour convertir et maintenir les autochtones dans la religion chrétienne, mais même pour les accoutumer aux mœurs et façons de vivre françaises, et quoique peut-être vous ayez connu que la conversion des sauvages dans leur habitation n'était pas avantageux parce qu'ils retournaient facilement à leurs idolâtries, néanmoins, lorsque des bourgades entières se viennent habiter au-dedans du pays, qui est habité par mes sujets, leur établissement ne peut être que très avantageux et vous devez toujours les y exciter et favoriser leur établissement par toute la protection que vous devez et pouvez leur donner. » On voit ici que la politique de francisation devient un argument qui sert les jésuites et non plus Frontenac. Mais dans les faits, sur le plan financier, le roi n'a pas d'autre choix que de favoriser les missions, car cela lui coûte beaucoup moins cher que de financer une politique réelle de francisation. De leur côté, les jésuites n'ont presque jamais réagi aux attaques de Frontenac durant son mandat, et ce pour deux raisons principales. Premièrement, ils n'ont aucun intérêt à se mettre ouvertement en conflit avec le pouvoir temporel. Ce dernier est leur seul véritable soutien financier dans les années 70, étant donné que l'arrêt de la publication des relations à partir de 1673 freine grandement leur capacité à percevoir des dons privés. Deuxièmement, les jésuites de la Nouvelle-France sont affaiblis par de fortes tensions au sein même de l'ordre. Ainsi, depuis la fin des années 1650, un conflit oppose les missionnaires du Canada aux autorités de la province de Paris. Les tensions au sein de la Compagnie des Jésuites sont notamment dues à des mésententes concernant la répartition des revenus entre les différentes branches de la province. Les jésuites de la Nouvelle-France se sentent isolés et ont l'impression de ne plus être soutenus financièrement par la province de Paris. Ce sentiment peut s'expliquer par le fait que le père Paul le Jeune,
qui est alors l'un des plus fervents défenseurs des jésuites de la Nouvelle-France, est mis à l'écart de la province. De plus, affaiblis par la fin de leur monopole religieux dans la colonie, les missionnaires jésuites ont d'autant plus le sentiment d'être abandonnés que les missions asiatiques et d'Extrême-Orient deviennent de plus en plus attractives aux yeux de la hiérarchie jésuite. Dans leurs écrits, les jésuites adoptent un discours en apparence neutre vis-à-vis du gouverneur, essentiellement factuel et agrémenté de quelques remarques positives envers le gouvernement colonial. On assiste cependant en 1682 à un changement dans la stratégie communicationnelle des jésuites, au moment où Frontenac est rappelé en France. Dans une lettre qu'il envoie à Frontenac le 20 septembre 1682, le père Jean de Lamberville dénonce les attaques répétées du gouverneur et tente de défendre et de légitimer le rôle et les actions de ses confrères dans la colonie. Il lui confie son désarroi dans ces termes, je cite « En tout cas, monseigneur, permettez-moi de vous dire qu'assurément quelques personnes nous a calomniés auprès de vous en 2 ou 3 rencontres et que j'ai été assez malheureux pour avoir été mis par elles au nombre de ceux qui, aussi bien que moi, n'ont jamais pensé qu'à seconder de leur très faible pouvoir toutes les bonnes intentions que vous avez eues et avez encore pour le Canada. Mais le passé est le passé, et je ne crois pas que vous ayez jamais fait beaucoup de fonds sur toutes les dépositions qu'on vous aura faites sans un suffisant fondement. » Le père ne prend certes pas beaucoup de risques puisque Frontenac a déjà été démis à ce moment-là par le roi de son poste de gouverneur. Néanmoins, ce changement de ton annonce une évolution générale de la stratégie communicationnelle des jésuites qui se poursuit dans les années 1680 et 1690. En effet, même après le retour de Frontenac à Québec en 1689, les jésuites se montrent désormais beaucoup plus revendicateurs. Ils n'hésitent plus à exprimer leur point de vue directement auprès du pouvoir royal et affirment leur position au sein des institutions politico-religieuses de la colonie. Pour conclure, la querelle qui a opposé Frontenac aux jésuites dans les années 1670-1680 a longtemps été analysée comme un simple conflit de personnalité. Pourtant, ces tensions s'inscrivent dans un conflit beaucoup plus large, opposant un pouvoir royal de plus en plus gallican à un ordre missionnaire ayant fait vœu d'obéissance au pape. Cette querelle repose sur des stratégies communicationnelles complexes et approfondies, dont la politique de francisation constitue l'un des objets discursifs. D'ailleurs, bien que l'objectif apparent de Frontenac a été tout au long de la période de dévaloriser autant que possible les compétences et l'influence des jésuites, dans les faits, cela ne l'a pas empêché en parallèle de leur confier un rôle de premier plan sur la scène diplomatique franco-amérindienne en tant qu'ambassadeur de la France auprès des autochtones et des Anglais, informateur, espion, interprète ou encore en tant qu'explorateur de nouveaux territoires. Je vous remercie beaucoup.